2, France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre LGF, le grand forum. Je ne sais pas pourquoi tout le monde est debout là. On attend avant de s'asseoir. Mais en tout cas, voilà, ça parle. C'est le grand forum jusque 18h. Ravi de vous retrouver avec une belle équipe aujourd'hui. Une belle petite brochette. Monsieur Tarek Mami, comment ça va? Super, entre le soleil, oui. Mais vraiment un beau soleil, mais qui fait pas très chaud, Voilà, c'est pas c'est comme ça. au bled, comme disent les jeunes là. Et puis on est dans une superbe ambiance, pourvu que ça dure, que les 30 jours de Ramadan se passent comme ça, que cette ambiance festive que nous avons tous su ensemble créer à France Maghreb 2, y compris avec les nouveaux programmes du matin, il y a quelque chose d'extra. Il y a une féerie qui est en train de se mettre en place, et la vie c'est le plaisir, alors profitons-en parce qu'on sait pas quand est-ce que ça s'arrête. Madame Anissa Rigui, comment ça va? Ça va très bien Christophe, bonjour à tous. Bonjour à toi ma chère Anissa. Enver de Santos, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas de nouvelles. Bonjour à toutes et bonjour à tous, effectivement, ça faisait un petit moment et bon, alhamdoulilah, ça va mieux. I am back. Bon, et ben formidable. Et puis On dit I am back ou I am backing? I am back. Ah bon, d'accord, Ouais. je sais pas. voilà. Alors, et puis Fatna aussi qui restera je crois dans les parages. Elle va rester avec nous, on va Elle va pas la rester laisser avec nous, partir. Fatna Chouer, donc elle vient très rarement, donc voilà. Et puis le DJ Nabil qui salue derrière la vitre. Ah, DJ Nabil ne veut plus quitter les studios. ça y est, je sens chez lui, qu'est-ce qu'il va faire encore? DJ T'as Nabil oublié quelque chose? il ne veut plus quitter les studios. Et il vient saluer Monsieur Mami. Tu veux un chèque? C'est ça? Je l'ai déjà reçu. Ah, d'accord. Ah oui, aïe. Bah, dis donc, ça va vite. Ouais. Alors, le programme, ma chère Anissa, tu vas nous parler de quoi? Et on aura un invité tout à l'heure, un invité que vraiment je suis ravi d'avoir parce que c'est vraiment une On grande dira son nom quand personnalité. il arrivera parce qu'il a tellement d'occupations que bon, Ouais. on fait avec. D'accord. Anissa, Alors moi je comptais parler justement de cet invité, mais je vais attendre qu'il arrive justement pour, qu'il arrive. Ouais. en discuter. Poursuis-toi tranquille. alors, mon cher Enver, tu nous as prévu quoi en avis tranché? Eh bien, en avis tranché, j'ai prévu un retour sur le traitement de l'actualité de cette semaine. Ah, très bien. Mon cher Tarek, est-ce que je sais qu'il y avait un choix à faire dans la vie tranchée? Tu l'as fait? Vous l'avez fait Non, parce que c'est selon la présence de notre invité. Si notre invité est là, donc on lui laisse la parole. Oui, sinon, un truc. Par contre, j'ai choisi, et vous me permettrez, Christophe, de vous bousculer encore une fois dans ce LGF du vendredi, choisi deux belles musiques. Ah oui, de belle musique, oui. Et que je souhaite qu'on les entende jusqu'au bout. Ouais. Une facile et l'autre c'est en langue arabe en palestinien. Donc, honneur à la Palestine, on traduira les mots. Et on enverra les gens voir la vidéo parce que la vidéo vaut son pesant de cacahuètes. C'est parti pour le programme pour le LGF jusque 18h. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, un invité exceptionnel, le professeur Christophe Oberlin qui revient de Gaza. Discrimination à Paris, le resto chic, l'avenue est accusé ce 17 mai d'avoir mis en place un système bien rodé et scandaleux pour empêcher tout simplement la présence d'Arabes et de femmes voilées dans la cantine des stars. La question LGF, Human Rights Watch conteste en justice une loi israélienne qui interdit aux individus et groupes soutenant le boycott d'Israël d'entrer dans le pays. Israël craint-il le boycott selon vous? Vous répondez oui ou non sur Facebook, France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Nous terminons évidemment tout à l'heure par le Libertad classique. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, on est là messieurs dames, ravi de vous retrouver avec eh bien tout de suite cette chronique, oui j'avais oublié qu'il y en avait une chronique là, pardon, excusez-moi, tout de suite la chronique de Sarah Laximi, on se retrouve juste après avec Tarek Mami, avec Enver de Santos et avec Anissa Rigui. Et Fatna Chouer aussi qui est restée avec nous, la vice-présidente de l'association Amani, pour qui nous faisons un radioton ce week-end et nous insistons auprès des auditrices et auditeurs pour qu'ils puissent vous venir en aide. On en reparle d'ailleurs en détail dans un instant. Ne bougez pas, juste après la chronique donc Santé Ramadan de Sarah Laximi. Tout de suite, retrouvez la chronique du docteur Sarah Laximi, Santé Ramadan, du site santéramadan.fr. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Le narguilé ou chicha. Une fumée est banalisée et présentée comme non dangereuse. Certains la présentent comme une mode, d'autres s'y rattachent comme un lien culturel presque identitaire. Une façon peut-être de fumer arabe. Les vendeurs de tabac spécial chicha l'ont compris et le marketent de mieux en mieux. Pour contourner les lois anti-tabac, les fabricants vont inventer un tabac sans tabac.
Que des herbes, mélasses, parfumées avec de la glycérine et des essences qui vont lui conférer ces goûts exceptionnels qui font son succès. Le narguilé a une image très positive. Il se fume seul ou en groupe, c'est l'expression de la convivialité. C'est aussi la cigarette orientale, une cigarette identitaire qui a conquis le Maghreb et qui fait sensation en Europe et aux USA. C'est un symbole d'exotisme pour ceux qui veulent goûter à une cigarette plus douce. Est-elle plus douce justement et que contient la chicha ou le narguilé ? Plusieurs choses. De la nicotine, 10 grammes de tabac à narguilé équivaut à 10 cigarettes. Elle génère autant de dépendance que la cigarette, car se fume plus longtemps et plus longuement. Dans la chicha, il y a aussi des goudrons. Certains avancent sans preuve que l'eau sert de filtre. Pas du tout. Mettez un bout de papier et essuie-tout sur l'embout, vous verrez qu'il jaunira assez vite. De plus, le narguilé se fume avec un bout de charbon incandescent qui est de fait toxique, donc potentiellement à lui seul générateur de cancer. La chicha contient également du monoxyde de carbone en quantité plus importante que dans la cigarette, car la combustion n'est pas complète, contrairement à la cigarette. L'eau contenue dans le réservoir va refroidir la fumée. Le résultat est que vous aspirerez plus longtemps et plus profondément cette fumée. Vous le constaterez vous-même, il y a beaucoup plus de fumée que dans une cigarette normale. De plus, la fumée du narguilé est plus riche en métaux lourds et en monoxyde de carbone que la cigarette. De plus, ne pas changer l'embout peut favoriser la transmission d'herpès ou de tuberculose, etc. Le narguilé est certes une façon de fumer qui peut donner l'illusion de se réapproprier une manière ancestrale de fumer, de se détendre entre amis, mais nous avons aujourd'hui la science et la connaissance. Alors sortons de ces héritages aveugles et construisons une nation saine qui appelle au bien et renie le répréhensible. Que notre jeûne soit agréé. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'était la chronique Santé Ramadan du docteur Sarah Laximi, une chronique que vous pouvez réécouter sur le site www.francemaghreb2.fr. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. Christophe sur France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Annie Saragui, avec Enver de Santos, avec Fatna Chouer et Tarek Mami. Et notre invité dans un instant, il arrive, le professeur Christophe Oberlin, qui évidemment qui est présent régulièrement et depuis d'ailleurs de nombreuses années à Gaza. On parlera et on le présentera, ce grand monsieur, professeur Christophe Oberlin, qui sera avec nous pour nous expliquer un peu ce qu'il a vu clairement de ce qui s'est passé à Gaza. Alors, vous le savez, messieurs, dames, on en parle régulièrement, Israël n'aime pas tout ce qui va à son encontre. Et en l'occurrence, des associations qui, dans le monde entier, font des opérations pour dénoncer les différentes actions d'Israël. À ce titre, Human Rights Watch, qui a lancé en justice pour eh bien tout simplement faire interdire cette discrimination, cette loi israélienne qui interdit donc des associations sous prétexte qu'effectivement elle ne plaît pas à Israël. Eh bien, est-ce que le boycott fait-il peur à Israël? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui, parce qu'on vous en parle aussi régulièrement. Peut-être certains aussi vous incitent, à l'image de BDS, à boycotter les produits israéliens, ou en tout cas des produits issus des colonies israéliennes. Eh bien, vous êtes en grande majorité, sans surprise, j'allais dire, à dire oui, le boycott fait peur à Israël. 88% sur Twitter, LGF officiel, 82% sur Facebook. Tiens, total hasard, Fatna Chouir, est-ce que le boycott fait peur à Israël? Est-ce que le fait qu'il y ait des organisations à l'image de BDS, à l'image de quelques collectifs qui s'organisent et qui sollicitent et interpellent les gens sur la provenance du produit, sur de ce que l'on achète, est-ce que le fait de boycotter, de décider d'acheter, j'allais dire engager, fait peur à Israël? Peur, je penserais oui, non, parce que ça dépend de quel volume ça représente. C'est plutôt la démarche qui fait peur, pas le résultat. C'est la démarche et la prise de conscience des gens, parce que le résultat certaines fois est très dérisoire, mais c'est la démarche. Est-ce que ça engage derrière la réflexion et l'état d'esprit des gens? Je pense que c'est ça qui fait peur, c'est que ça fait voir Israël non pas comme un pays démocratique comme il veut se revendiquer, mais ça le fait voir aussi de la même façon qu'avait été vu l'Afrique du Sud lorsqu'avait été décidé le boycott. Donc ça intègre un nouveau paradigme qui n'est pas favorable. C'est surtout ça qui est pas apprécié. Tarek, est-ce que ça fait peur à Israël le fait de
le boycotter et l'appel au boycott justement? Alors, Israël a créé une notion de communication qui s'appelle la hasbara, c'est-à-dire la propagande, et elle apprend à tous ceux qui défendent Israël à répondre du tac au tac avec ces mots de hasbara. Or, pour le fameux BDS, pour le boycott, c'est très très difficile parce que quand quelqu'un vous dit tout le monde a fait donc ce boycott contre l'Afrique du Sud et ça a été voté à l'unanimité, vous-même vous étiez avec l'Afrique du Sud pour construire une arme nucléaire, l'Afrique du Sud de Mandela dit que la liberté des peuples de l'Afrique du Sud ne sera pas complète tant que l'indépendance de Palestine. Donc ils ne veulent pas rentrer dans un débat. Donc eux, leur question, nous sommes la démocratie, ils préféreraient, comme certains dans la vie, répondre par oui ou par non. Et donc eux, ils diraient non. Moi, je vous dis oui, ils ont peur. Ils ont peur effectivement. D'abord pour les conséquences économiques, parce qu'il y en aura, Fatna, et parce que imaginez que l'Europe finisse par récupérer sa souveraineté et commence à punir les sociétés américaines comme les sociétés américaines punissent la France. Et cette image lui fait peur parce qu'aujourd'hui, beaucoup, surtout les jeunes générations qui sont sur les réseaux sociaux, comme vous leur dites démocratie israélienne, ils commencent par éclater de rire, quoi. Une démocratie qui permet à des snipers de tirer, une démocratie qui au bout de quelques mois fait sortir celui qui tue un Palestinien blessé par terre. Donc le boycott, je pense que c'est il a été inventé par M. Barghouti d'ailleurs, pas M. Barghouti qui est en prison mais l'autre, ils sont de la même famille, et le boycott est une chose terrible aujourd'hui. D'ailleurs, qui a fait mal à l'Afrique du Sud. Et il y a en Islande aujourd'hui, il y a une pétition qui a obtenu pratiquement 25 000 signatures en quelques heures pour demander le boycott d'Israël pour l'année prochaine pour la chanson de l'Eurovision. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne le boycott. Anissa Regui, est-ce que Israël peut éventuellement avoir peur de ces différents appels au boycott? On sait d'ailleurs qu'il y a quelques sociétés qui ont dû changer un peu leur manière de faire. Je pense à SodaStream, je pense à quelques entreprises qui ont dû déménager même. Voilà. Oui, moi je crois qu'en effet, Israël peut avoir peur de ces mouvements de boycott et de demande de sanctions. Je crois d'ailleurs qu'en 2015, il y a eu un contre-mouvement créé justement par les autorités israéliennes qui visait à redorer l'image d'Israël sur la scène politique, publique. Je crois que ça s'appelait Brand Israël, il me semble, de mémoire. Voilà, donc en effet, je crois que il y a aussi une guerre de l'image qui se joue à ce niveau-là, et je pense véritablement Israël craintive de l'expansion de ce fameux mouvement de boycott. Oui, alors la guerre de l'image c'est très important, ça Anissa nous en parlait. Tiens, Enver, là-dessus, sur cette guerre de l'image, est-ce qu'elle l'a pas perdu Israël là? Elle ne l'a pas encore perdue, ça ne saurait tarder, mais elle ne l'a pas encore perdue dans la mesure où elle est très puissante. Et je vais dire directement, le gouvernement israélien est très puissant en termes d'image, parce que le gouvernement israélien s'appuie aujourd'hui sur des alliés qui, en termes de communication, c'est Donald Trump. Après, c'est très imagé ce que je dis, le fait que Donald Trump, en tant que président américain, soutienne Israël, et que justement cet allié est un poids immense pour Israël. Mais si tu regardes bien, cette idée de boycott, justement, elle rejoint un peu toutes les personnes qui crient à l'antisémitisme à chaque fois qu'on est en train de parler des crimes, justement, du gouvernement israélien. Et là, c'est à peu près la même chose. Quand ces personnes, justement, crient à l'antisémitisme, alors qu'il ne s'agit pas d'antisémitisme, mais simplement de droits humains, là, Israël réagit de la même manière quand on décide de les boycotter. Leur première arme, c'est de dire, vous êtes des antisémites, etc., vous voulez boycotter Israël parce que vous êtes contre les juifs, etc. Et l'idée, c'est ensuite de faire tout une espèce de campagne de communication pour promouvoir tout ce qu'il y a de magnifique en Israël, parce qu'il y a des choses magnifiques en Israël. Et à côté, d'essayer d'endormir le fait qu'il y a des gamins qui meurent, et qui sont, comme cette semaine, les 59 morts, dont un enfant du 62, pardonnez-moi. Et la réalité est là. Et donc ce jeu de communication, il va durer encore très très longtemps. Il va vraiment durer très très longtemps. Pourquoi je pose cette question? Parce que Tarek nous a envoyé un sondage qui a été fait chez nos confrères de LCP, alors je ne sais plus quel journal de la presse écrite aussi,
C'est la chaîne parlementaire. Ouais, la chaîne parlementaire, mais j'ai vu qu'il y avait un autre journal aussi. Et presse écrite. Bon, quoi qu'il en soit, la question était intéressante. Est-ce que la France doit rappeler son ambassadeur en Israël suite à ce qui s'est passé, évidemment, lundi à Gaza? Et là, on pouvait se dire et imaginer qu'avec toute la propagande, quand même, médiatique, que les Français répondent bien sûr que non. Sauf que ça a été l'inverse. Le résultat était pour l'instant positif, Tarek. Ce qui est surprenant dans ce sondage, c'est deux choses. La première, c'est que la chaîne parlementaire, qui n'est pas si libre que ça, puisqu'elle appartient au gouvernement, ose poser cette question sans que le filtre ne vienne dire arrête. Donc ça, en soi, c'est déjà une victoire, c'est-à-dire que l'assassinat de 52 Palestiniens à Gaza. 62, Tarek. Pardon. Oui, excusez-moi. Voilà. Alors, si vous voulez les chiffres, cher Christophe, c'est 62 et plus d'une centaine depuis 3 semaines. Oui, alors, mais pour la journée de lundi, 62 et 2400 blessés. Tout à fait. Et il y a quelque chose, il y a un choc qui s'est passé. Et moi, j'ai vu sur une télévision qu'on appelle d'information continue, qui n'est pas réputée être partial, amener 2 journalistes et laisser un journaliste qui travaille au point, Monsieur Arfi, et qui vraiment se lâche et dit ces 4 vérités à ce qu'il pense. C'est extraordinaire. Et que derrière, alors notre invité arrive, Anissa l'annoncera, voilà. Et donc qu'il y ait en plus derrière 66% de personnes françaises qui acceptent, qui demandent ou qui confirment dans ce sondage la volonté de rappeler le terme juridique et le terme diplomatique, c'est rappeler l'ambassadeur pour donc consultation. C'est quelque chose de formidable pour la France. Ça veut dire que les médias, oui, on va installer notre invité ici. Alors ça veut dire que la propagande ne suffit plus. La propagande a suffi. La propagande pro-israélienne. Bonjour Olivier, c'est du direct. Ah oui, excuse-moi. Je suis en train d'écrire un mail à Olivier. Bon, aujourd'hui on aura tout vécu. Bonjour professeur Oberlin. Voilà, je suis en train d'écrire un mail à Olivier, donc il y a Olivier qui sort. Bonjour Christophe, bienvenue. Et donc on était sur ce sondage de la chaîne LCP qui donne 66% des Français, dans ce sondage pour cette chaîne de télévision, qui sont d'accord pour rappeler l'ambassadeur de France en Israël pour donc consultation diplomatique, et c'est une première dans l'histoire de ce pays. Anissa. Anissa, on te laisse présenter ton invité parce que c'est toi qui as sollicité le professeur Oberlin. Eh bien oui, en effet, je suis très honorée de vous présenter le professeur Oberlin qui nous a fait l'immense plaisir de nous rejoindre ici sur le plateau et qui va probablement nous parler de son expérience en qualité de chirurgien dans la bande de Gaza. Je sais Quelle expérience extraordinaire. Vous y êtes rendu à plusieurs reprises et suite à ce qui s'est passé, enfin cette triste et funeste actualité qui nous a rattrapé cette semaine, eh bien on voulait avoir peut-être aussi un peu votre point de vue, votre expérience, votre sentiment. Vous étiez où, professeur, lundi dernier, quand il y a eu les 62 assassinats à Gaza? Vous étiez déjà rentré ou vous étiez encore là-bas? J'étais rentré déjà, mais j'ai été là-bas au début des marches du retour et j'ai participé entre 2 vendredis à toute la chirurgie, je dirais, non d'extrême urgence, et puis le vendredi à la chirurgie urgente et dramatique. Et je dois dire que plutôt que vous parler de cette longue histoire avec ces passages à Gaza très réguliers depuis 15 ans, plutôt que vous parler de la population qui véritablement est en train de crever de faim pour certains, j'exagère à peine, je préfère vous parler directement de ce que j'ai vu et de ce qu'on peut en penser. Ce que j'ai vu qui est connu, mais enfin quand on y participe, quand on est sur le terrain, c'est encore plus impressionnant. Effectivement, j'ai opéré des enfants, des mineurs, j'ai opéré des journalistes qui avaient été très sauvagement attaqués. Et quand je dis sauvagement, ce n'est pas un mot pour l'histoire. Pour faire un effet, sauvagement, ça veut dire avec des armes interdites.
et en particulier ces marches du retour qui sont très sévèrement attaquées, je dirais même pas réprimées, parce qu'elles ne menacent véritablement personne, on utilise pour les tirs à balles réelles des armes interdites, des balles interdites. Ce sont ces fameuses balles explosives. Les balles explosives, et j'ai appris ça d'ailleurs d'une façon assez sinistre à cette occasion, ces balles qui dilacèrent les tissus sont recommandées, tenez-vous bien, par les associations de protection des animaux qui considèrent que la chasse aux grands animaux existe et que donc plutôt que tuer ces animaux avec des balles fines où l'agonie se poursuit pendant un certain temps, ils recommandent l'utilisation de ces balles explosives dont le but est de tuer le plus vite possible. Et ces armes, bien entendu, sur le plan militaire, sont interdites puisque lorsqu'on utilise une arme, c'est pour neutraliser l'adversaire et pas nécessairement pour le tuer. Donc on voit que Israël, avec une incommensurable audace, utilise, je dirais, à ciel ouvert, des balles interdites pour créer le maximum de dégâts. Et ces balles dans les jambes, j'ai eu l'occasion d'en opérer un certain nombre. C'est une véritable catastrophe. La jambe, c'est un nœud de tissu, de vaisseau, de nerfs et d'os. Et vous mettez une balle explosive au milieu, c'est un handicapé à vie. Professeur, quelle est votre spécialité pour expliquer un petit peu aux auditeurs, parce que vous avez une spécialité bien précise d'ailleurs. Je dirais que c'est un peu celle-là. Ma spécialité, c'est celle des séquelles de très graves traumatismes des membres. Et vous n'êtes pas beaucoup dans le monde, je crois. Écoutez, c'est un petit club, on est à peu près 200 à faire cette chirurgie très très spécialisée, des réparations du plexus brachial, vous savez, ces accidents de moto, ces motards qui perdent la mobilité du bras, et donc effectivement c'est un petit club parce qu'heureusement ces accidents ne sont pas très très fréquents, mais dès qu'il y a des conflits armés de ce type, malheureusement le nombre de blessés, je crois qu'il faudra plus d'1 an pour écluser, passez-moi l'expression, les séquelles de blessures avec de toute façon un nombre énorme de handicapés à vie. Avec vous et grâce à vous, on va rentrer en immersion, si vous voulez bien, du côté de Gaza avec ce qui s'y passe. À quel moment vous intervenez lorsqu'il s'agit d'un blessé qui a une jambe qui va être amputée c'est un peu ça, votre spécialité? Oui, en extrême urgence, et ça j'ai vécu cette organisation qui, il faut le dire, est tout à fait remarquable. Au moment des afflux massifs de blessés, il faut sauver la vie. Donc ne sont accessibles dans les salles d'opération que les patients qui ont des blessures au crâne, au thorax ou à l'abdomen, ou ceux qui ont des blessures des membres avec de très importants saignements ou une interruption vasculaire complète. Autrement dit, c'est un petit créneau. Les autres patients qui ont des paralysies, des fractures, sont immobilisés et sont opérés secondairement. Alors, professeur, vous allez rester avec nous évidemment, avec essayez de comprendre comment vous arrivez à travailler à Gaza dans un endroit du monde où il n'y a rien, où il n'y a plus rien, plus d'électricité. Comment fait-on pour faire fonctionner un hôpital quand il n'y a pas d'électricité, quand il y a plus d'eau potable? Les conditions sont des plus dramatiques. Vous avez eu à faire face peut-être que vous allez nous raconter quelques anecdotes d'opérations que vous avez dû faire dans des conditions absolument incroyables. On en reparle si vous voulez bien juste après la pub. Le professeur Christophe Oberlin est avec nous aujourd'hui sous la haute recommandation de Anissa Regui, ici présente Envers de Santos, Tarek Mami, Fatna Chouira, tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous en direct aujourd'hui avec Envers de Santos, avec Anissa Regui, Tarek Mami, avec Fatna Chouira et notre invité. Alors, je vous demande, cher invité, d'essayer de parler et de dire bonjour à Ziad Medouk qui est avec nous depuis Gaza. Alors là, c'est une sacrée surprise, parce que Ziad est un très bon copain. On se voit très régulièrement quand on est ensemble à Gaza et il nous fait le point de la situation. Comment ça va? Écoute, moi, c'est l'inverse. C'est à toi qu'il faudrait que je demande comment ça va, parce que c'est toi qui es dans une situation très inconfortable. À France Maghreb. Il est là avec nous, Ziad. Oui, Christophe, le professeur Christophe Oberlin. Oui, c'est très connu, très célèbre. Mais écoute, ça fait plaisir. Et puis on a des tas de connaissances communes, puisque Ziad a quelques élèves très brillantes qui séjournent sur le territoire national pour des diplômes de français, des masters, des choses comme ça. Et puis on se voit très régulièrement aussi à l'occasion du grand dîner francophone qui est organisé par Christophe de Nantes à la suite de chacune de nos missions à Gaza. Et Ziad, bien entendu, fait partie des invités d'honneur. Merci beaucoup, très gentil, Christophe.
Alors Ziad, quelle est Vous la allez retourner le fin juin, c'est ça? Oui, fin juin, les derniers jours de juin et la première semaine de juillet, oui. Quelle est la situation, Ziad, profitant de vous avoir en ligne, quelle est la situation? Évidemment, on s'était eu lundi et mardi, la situation était extrêmement critique, dramatique, avec 62 morts, rappelons-le, côté gazaoui. Est-ce que les choses semblent rentrer un petit peu dans l'ordre, se calmer? Écoutez, aujourd'hui, c'est une nouvelle journée de mobilisation, mais c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de monde comme les vendredis derniers, comme le lundi et mardi dernier, parce que c'est le mois de Ramadan et c'est les gens maintenant, je pense qu'il y a un changement de stratégie dans le tactique et la politique de responsable de cette marche non violente, la marche de retour. Après le drame, après les massacres et les crimes de lundi dernier, je pense aujourd'hui c'est les manifestations se font seulement maintenant ça veut dire entre 17h et 19h, donc 2 heures de mobilisation tous les vendredis, c'est ça le programme, jusqu'à le 5 juin prochain. Donc il y aura une grande mobilisation pour la commémoration de l'occupation israélienne de la ville de Jérusalem et de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. Donc la mobilisation se poursuit, mais c'est pas comme parce que après les pertes, après le bilan très lourd de lundi dernier, je pense qu'il fallait faire un bilan au niveau des organisateurs sur place. Mais je pense qu'il y a un changement dans la mobilisation, dans la stratégie. Donc, il ne faut pas aller affronter et défier parce que le problème, les gens, ils ont compris qu'il y a 3 raisons de cette nouvelle stratégie. D'abord, que malheureusement, les forces et les soldats israéliens sont assoiffs de sang palestinien, donc ils peuvent tirer à n'importe quel moment. Donc, soit vous êtes armés, soit vous êtes non violents au pacifistes, donc ils vont tirer dessus. Et donc, pour éviter le nombre considérable de morts et le nombre de blessés, surtout avec le blocus israélien et le manque de moyens, d'abord, Dr Christophe Oberlin, donc il est venu plusieurs fois, il a constaté sur place. Et je tiens à rendre hommage à lui, à toute cette équipe médicale pour leur travail énorme dans la bande de Gaza et leur soutien aux équipes médicales et la formation des équipes locales sur place. Donc, avec le blocus, avec le manque de médicaments, avec le manque de moyens médicaux, donc, pour éviter, donc, le nombre considérable de blessés, sachez, il y a presque 10 000 blessés jusqu'à maintenant, depuis le 30 mars cette semaine. Donc, on peut dire que c'est un numéro 1. Numéro 2, la réaction internationale, c'est vrai. Il y a beaucoup de médias, on a beaucoup parlé de Gaza lundi et mardi dernier, mais après, à part quelques réactions timides officielles, c'est vrai, il y avait une mobilisation de la solidarité internationale partout, mais au niveau de l'instance internationale, à part des réunions de Conseil de sécurité, à part des réunions aujourd'hui de Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, donc il n'y a pas, les Palestiniens de Gaza, ils attendent une vraie sanction, une vraie position. Donc, à part quelques réactions timides, un appel d'un ambassadeur comme la Turquie, comme l'Afrique du Sud, mais dans le monde arabo-musulman, par exemple, ou dans d'autres pays, il n'y a pas vraiment une vraie réaction. Et dans le reste du monde encore, la réaction est restée timide. Donc, il n'y a pas eu de vraies sanctions. Les Palestiniens attendent des mesures donc réelles et attendent des sanctions contre cet État d'Israël pour arrêter sa politique agressive à l'encontre des Palestiniens et pour qu'ils arrêtent la colonisation et l'occupation. Et troisième raison, je pense que il ne faut pas oublier que la population de Gaza, nous sommes le 2e jour de Ramadan, c'est une population endeuillée. Il y a 65 morts en cette journée de lundi et cette semaine on a 120 morts. Donc en ce mois de Ramadan, les gens avec la solidarité donc familiale, la solidarité sociale, les gens au mois de Ramadan, soit ils sont dans les hôpitaux pour rendre visite aux patients, aux malades, aux blessés, soit ils visitent les familles endeuillées. Donc pour ces 3 raisons, je pense qu'il y a moins de demandes ce vendredi, même si selon le programme que cette mobilisation va se poursuivre, mais avec une nouvelle stratégie. Ça veut dire le rassemblement. Dr Christophe, il est déjà venu sur le lieu de marche, donc c'est à 700 mètres où il y a des tentes. Donc les gens vont rester là-bas, ils vont pas aller défier
comme le lundi défier donc les soldats israéliens avec le drapeau palestinien. Cette fois-ci, ils vont rester loin, même si on craint que les soldats qui se trouvent là-bas, ils vont tirer par des balles réelles parce que c'est la politique agressive des Israéliens de continuer à agresser, continuer à massacrer les Palestiniens. Et je pense que la bande de Gaza maintenant, elle est en train de vivre une situation un peu délicate avec le nombre considérable de morts, avec le bilan très lourd au niveau des morts, des blessés. Mais je pense que on va voir aujourd'hui, parce que c'est le premier jour de mobilisation après le massacre, c'est le premier jour de mobilisation au plein mois de Ramadan, on va voir les résultats. Donc il y a deux heures de mobilisation. Il y aura un rassemblement pacifique, mais loin de présence des soldats, loin de entrepôts. C'est à 700 mètres. Donc on va voir aujourd'hui s'il y aura des morts et des blessés. Après, les organisateurs vont décider pour la suite de cette mobilisation populaire. Merci Ziad Medouk, évidemment. Vous me disiez d'ailleurs, tiens, Christophe Oberlin doit savoir un petit peu de quoi on cause. Aujourd'hui, il fait très chaud à Gaza, me disait Ziad tout à l'heure. Tiens, pour ceux qui veulent savoir un petit peu, la rupture du jeûne est à 19h30 à Gaza ce soir. Voilà, voilà, la chaleur certes difficile pour ce Ramadan. Mais les Gazaouis, de toute façon, ne sont pas à une difficulté prête, puisqu'ils en subissent au quotidien des difficultés. Merci beaucoup, en tout cas, Ziad, depuis Gaza. Merci à docteur Christophe et à tous les gens qui écoutent France Maghreb. Vous le verrez bientôt, le docteur Oberlin, qui sera avec vous. Est-ce que je peux te répondre par quelques mots, Ziad? Parce que tu as soulevé beaucoup de questions, tu as apporté beaucoup d'informations, mais d'abord, mon impression, si tu veux, c'est que ces jeunes qui vont s'approcher et qui prennent de gros risques, bien entendu, on pourrait presque les bloquer militairement en mettant des cordons de police pour les empêcher de s'approcher, mais je crois qu'il y a énormément de spontanéité qui correspond au ras-le-bol de beaucoup de jeunes qui n'ont strictement aucun avenir devant eux, qui ont vu leurs parents humiliés en permanence. Donc je crois que on ne peut pas empêcher à un certain moment donné tout ceci, et je crois pas qu'il y a eu de stratégie de faire monter les jeunes pour avoir des morts et des blessés, et que la stratégie a changé pour éviter des morts et des blessés. Je crois que de toute façon, il faut bien dire une chose, ceux qui sont responsables, c'est nous, les Occidentaux. C'est-à-dire que, tu vois, en décembre, tu te souviens de ces manifestations de 200 000 personnes, il n'y avait pas une ligne dans les médias occidentaux, et c'est uniquement parce qu'il y a des images et qu'il y a des morts et des blessés qu'on en parle aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas de faire l'apologie de ce sacrifice, mais en tout cas le résultat est là. Mais ce que je voudrais dire aussi et surtout, c'est est-ce que tu as suivi les informations, je dirais, en dehors de la bande de Gaza et en particulier hier? Sur quel sujet? Voilà, ton silence est éloquent et j'y comptais bien. Hier, il y a quand même quelque chose de très important qui s'est passé, mais comme il n'y a pas de communication et qu'il s'agit d'un travail purement juridique, eh bien, hier, une nouvelle plainte est arrivée sur le bureau de la procureure à la Cour pénale internationale, et c'est 560 dossiers de familles de victimes, ou de victimes elles-mêmes si elles sont toujours vivantes, qui ont été constituées à Gaza par tes amis et nos amis palestiniens de la bande de Gaza, et qui ont été constituées en bonne et due forme, qui ont fait l'objet d'un dossier et qui sont arrivées à la cour. Alors c'est une pression énorme. Et il y a d'ailleurs, je dois dire sans trahir de secret, qu'il y a des signes qui viennent de la Cour pénale internationale disant aidez-nous, apportez-nous des documents, apportez-nous des preuves, apportez-nous pas simplement des grandes déclarations ou des statistiques. Ça fait longtemps déjà que ces signes parviennent aux avocats spécialisés, et en particulier au cours des dernières semaines, Fatou Bensouda s'est exprimé sur c'était la première fois que une procureure s'exprimait au cours d'un conflit, alors qu'il n'y avait pas encore de plainte, et elle avait dit très clairement à la partie que, et tout le monde a compris que c'était évidemment la partie israélienne, puisqu'il y a eu 0 mort et 0 blessé du côté israélien, c'était à elle que s'adressait ce discours. Autrement dit, il y a aujourd'hui une énorme pression juridique
et tout le monde bien entendu se tourne vers l'autorité palestinienne qui, ayant signé et ratifié l'accord pour la Cour pénale internationale, n'a qu'à utiliser l'article 14 pour appuyer ses plaintes. Et il ne fait pas de doute que si ces plaintes étaient débloquées par le président de l'autorité palestinienne, une investigation, une enquête pour crimes de guerre serait ouverte. Et cet article 14 pourrait actionner non seulement la plainte actuelle pour les blessés et les morts de la bande de Gaza, mais également pour la plainte qui a été déposée par 50 avocats palestiniens pour le crime de colonisation. Et c'est un mot qui aujourd'hui pèse encore plus avec les aventures américaines. Cette plainte a été déposée à l'été 2017. Et puis encore celle de la moitié à la mi-guerre 2014, une plainte avait été déposée et bloquée par Riyad al-Maliki, le ministre des Affaires étrangères de Abou Mazen, alors que cette plainte avait été déposée par le propre ministre de la Justice qui est de la bande de Gaza. Donc on voit que l'étau de la Cour pénale se resserre, et elle se resserre, il faut que nos éditeurs le sachent bien, non pas sur les États, non pas sur l'État d'Israël, mais sur les dirigeants qui sont responsables de ces crimes de guerre. Autrement dit, il y a là un véritable espoir qui est celui de voir une juridiction indépendante enquêter sur ces crimes de guerre. Merci Ziad en tout cas, et vous aurez l'occasion d'en reparler longuement avec le professeur Berlin. Christophe, deux mots seulement pour réagir. Donc, rapidement, Ziad. Docteur Christophe, par rapport à parce que vraiment, donc il y a deux éléments très importants. D'abord, hier, avant-hier, c'est vrai, il y avait une campagne de propagande, de désinformation de la part des Israéliens et sur les réseaux sociaux, même dans les médias, et sur l'organisation et le déroulement de cette marche de retour. Donc, j'aimerais bien dire un petit mot seulement, parce que hier, j'ai reçu pas mal des appels des journalistes, y compris français, sur cette situation. Donc, j'aimerais bien préciser quelque chose, parce que moi, j'étais plusieurs fois sur le lieu de rassemblement à l'est de Gaza, que ça, c'est pas vrai qu'ils ont dit que le responsable de Hamas, il paye les manifestants pour être tués ou blessés par... Donc ça, si les gens de l'extérieur, ils connaissent pas la population palestinienne, il n'y a personne qui accepte qu'il soit payé pour qu'il soit mort ou soit blessé. Donc ça, c'est pas vrai. Moi, j'étais plusieurs, comme l'a dit le docteur Christophe, c'est la spontanéité, c'est la mobilisation, c'est le ras-le-bol et c'est le blocus israélien et c'est la situation économique qui encourage les gens d'aller sur place. Ça, numéro un. Il ne faut pas oublier que les Palestiniens résistent en toute dignité. Et d'ailleurs, même si il y a des organisateurs sur place, même s'il y a une police locale de Hamas ou d'autres qui va empêcher, donc il ne va pas être accepté parce que personne ne pourra empêcher. Et d'ailleurs, l'année dernière, il y avait presque 60 000 personnes. Donc aucune police dans le monde peut empêcher donc ces jeunes, ces personnes âgées, ces jeunes filles, donc d'aller protester et protester seulement avec le drapeau palestinien. Et moi, j'étais plusieurs fois sur le lieu. Les gens défient les soldats israéliens seulement. C'est un signe de protestation contre le blocus, contre le transfert de l'ambassade américaine. Et donc, il n'y avait aucune couleur politique. C'est vrai, peut-être, il y avait des partis d'ici ou d'ailleurs qui essayent de récupérer, mais la réalité est qu'il y avait une population civile. Il y avait presque 60 000 personnes qui ont essayé de montrer leur colère contre le blocus israélien, contre merci Ziad, contre l'ambassadeur américain. Donc ça. Et deuxième point pour c'est vrai, hier il y avait 560 plaintes officielles de la part des victimes, des familles des victimes, des blessés, des morts. Mais j'aimerais bien, donc je suis pas spécialiste de l'aspect juridique, mais il y a deux choses très importantes. Donc avec chaque drame, il y a toujours de l'espoir. Donc c'est vrai, il y avait une demande officielle. Donc il y avait les organisations et les associations de droits de l'homme à Gaza. Ils ont récupéré les plaintes. Hier, il y avait une conférence de presse, c'est vrai. Mais je pense que ça, c'est au niveau individuel. Mais je pense qu'il y avait une déclaration aujourd'hui de l'autorité palestinienne. Peut-être, c'est pas sûr, que lundi prochain, donc l'autorité palestinienne va saisir le Cour pénal international pour justement faire une demande officielle contre les crimes israéliens à Gaza.
Et s'il n'y aura pas de pression contre l'autorité palestinienne, je pense lundi prochain, il y aura une demande officielle avec ces 550, 60 plaintes individuelles. Parce qu'il ne faut pas oublier que si l'autorité palestinienne ne fait pas la demande, je pense qu'il ne va pas être accepté parce que les demandes individuelles, je pense, ils ne sont pas acceptés. On a vu en 2014, après l'offensive militaire 2014, il y avait une demande, mais il n'a pas été vraiment faite d'une façon officielle de la part de l'autorité parce qu'il y avait une pression internationale. Il ne faut pas oublier que l'autorité, il n'est pas autonome, donc il a toujours la pression. Merci Ziad. On a bien compris en tout cas, et l'information est importante. Juste, on va rajouter à Ziad que le syndicat français, donc national, le SNJ, syndicat national des journalistes français, a lui aussi déposé une plainte donc à la Cour internationale à cause donc de l'assassinat des journalistes. Et ça, c'est quand même une autre tournure dans l'histoire de la France. Et ça, Monsieur Abou Mazen, docteur, je vais revenir vers vous. Et donc là, Abou Mazen, il peut rien faire parce que moi je l'ai entendu dans son dernier discours où il dit que les personnes déposent plainte. Il sait très bien que ça marche pas comme ça. Merci Ziad. Merci Ziad. Peut-être un mot pour rebondir. Allez-y. Rebondir sur ce que vient de dire Tariq Mami, notre ami commun Jacques-Marie Bourget, qui est un journaliste français qui est très grièvement blessé dans l'activité de ses fonctions par une balle israélienne. Il a failli passer, il a gardé de lourdes séquelles. Je pense qu'il doit se réjouir aujourd'hui que ses camarades journalistes qui ont été victimes sont soutenus par Reporters sans frontières, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Non, c'est SNJ. Oui, enfin, Reporters sans frontières a fait des déclarations aussi, donc tout ça va dans le bon sens. Voilà. D'accord. Alors beaucoup de questions à vous poser, voilà, professeur. Justement, Christophe, moi je voudrais profiter de la présence de Christophe au Berlin pour faire quelques questions rapides, des réponses rapides pour le faire connaître par les auditeurs de France Maghreb 2. Et bien sûr, Anissa peut intervenir à nos côtés. Alors, première question facile. Ça fait combien d'années que vous allez à Gaza, professeur? J'aimerais autant qu'on parle pas trop de moi. Non, mais c'est juste pour savoir. Pas le sujet, parce que la question suivante, voilà, quelle est l'évolution que vous avez vue de vos yeux? Voilà. Ça fait maintenant 16 ans. Je vais 3 fois par an, donc c'est vrai que ça fait plus d'1 an passé sur place en cumulé, mais surtout en longitudinal, donc ça me donne une idée sur l'évolution, ça c'est vrai. C'est ça qui m'intéresse. Il y a peu de gens effectivement qui ont cette vision longitudinale. Voilà, donc c'est là ma deuxième question. Comment décrivez-vous ce processus des 16 années que vous avez passé donc par intermittence à Gaza? Quels sont les signes extérieurs de détérioration de la situation des Gazaouis, alors qu'en même temps, nous, qui vivons ici à Paris et en Occident en tout cas, on a l'impression que cette nouvelle jeunesse, que les nouvelles générations sont encore plus patriotes que les anciennes, et ça nous semble contradictoire entre une situation qui se dégrade et une situation de lutte qui se construit. Alors c'est une bonne question, c'est vraiment le sujet d'un livre, pratiquement. Mais en résumant quand même, si c'est très intéressant cette question, parce que au début, il y a 15 ans, c'était le début de la deuxième intifada, donc il y avait une répression, un siège qui était relatif. Vous voyez, on arrivait à passer les copains, etc. Et donc sur place, eh bien, on a assisté, c'est terrible à dire, mais à la mise en place progressive d'un système d'échappement à l'enfermement qui a produit des effets remarquables, qui est des effets d'autonomisation en particulier. On a créé des universités puisque les étudiants ne pouvaient pas partir ailleurs, etc. Ça, c'était la première phase. Il y a eu une deuxième phase très importante qui a été un vrai ballon d'oxygène, c'est 2005, quand les colonies à l'intérieur de la bande de Gaza sont parties, et ces colonies étaient, indépendamment du fait qu'elles piquaient 30% des terres, elles étaient très meurtrières parce que les colons tiraient le soir, et un de mes amis chirurgiens a été tué d'une balle chez lui par les tirs de mitrailleuses qui arrosaient la bande de Gaza. Je rajoute juste pour les auditeurs de France Maghreb 2, c'est que contrairement aux autres colonisateurs qui, quand ils quittent, ils laissent les immeubles en place, ils laissent les richesses en place, ils laissent les routes en place, les Israéliens, quand ils sont partis de Gaza, ils ont tout détruit, et donc ils ont laissé des amas de pierre en quittant cette zone. Oui, mais alors là, je rebondis pour dire que ça a été là aussi quelque chose que le monde entier, en particulier les écologistes, pourraient observer, c'est-à-dire que tout ce qui a été détruit, et je me souviens d'avoir lu des articles où on disait qu'il faudrait 50 ans ou 20 ans pour
résorber toutes ces ruines, etc. Si vous passiez 2 ans plus tard après, tous les bâtiments avaient été coupés en petits morceaux, que le fer à béton récupéré, etc. Et ça recommençait à pousser. Et donc finalement, ces colonies qui représentaient un territoire énorme, aujourd'hui c'est une immense place agricole qui ne fait pas du tout ce que faisaient les Israéliens, c'est-à-dire une agriculture d'exportation, c'est une agriculture d'autosuffisance. Et ça c'est passionnant à voir. Aujourd'hui c'est 2 millions d'habitants, c'est les 2/3 de Paris intramuros, sur la surface de l'île de Ré, un petit peu plus. Figurez-vous qu'ils sont autonomes en production de légumes. Donc vous voyez, on a énormément de leçons à tirer de cette bande de Gaza, car c'est aussi l'expérimentation des armes. Je pourrais vous parler d'autres armes interdites tout à l'heure si vous le voulez, en particulier les gaz, vous voyez. Mais c'est aussi l'occasion de voir ce qu'une population très éduquée est capable de réaliser en peu de temps. Alors tout ça c'est le côté positif. Le côté négatif c'est 2013, c'est le coup d'État en Égypte. Il y avait des importations qui passaient, même si c'était les tunnels, eh bien il y avait des taxes, donc il y avait des revenus pour l'État et ça payait exactement les fonctionnaires. Et donc ça, le véritable déclin, la rupture totale, ça a été 2013. Et au bout de quelques années, aujourd'hui, eh bien, on aboutit à l'épuisement de ces phénomènes d'adaptation. Alors, avant de laisser Christophe Roux vous pose une question, moi, la question c'est pas une question, c'est une interrogation pour les auditeurs. En réalité, aujourd'hui, Gaza n'est pas bloqué uniquement du côté israélien, mais Gaza est bloqué par les Égyptiens d'un côté et les Israéliens, et donc vraiment c'est ce qu'on peut appeler comme blocage total de tous les côtés. On peut pas partir ni par terre, ni par mer, ni par mer. Oui, on n'insiste pas assez, vous avez raison de le faire, sur la responsabilité égyptienne. À la limite, les Palestiniens de Gaza n'ont pas besoin d'Israël. Ils avaient des tas de projets d'autonomisation en matière d'énergie. Le pétrole, par exemple, est beaucoup moins cher. En matière d'électricité, il y avait les projets de création de centrales électriques du côté égyptien, à la création d'une zone franche, d'un port, etc. Autrement dit, Gaza allait s'ouvrir au monde et aurait pu résister au blocus israélien pendant un siècle si l'Égypte ne s'était pas fermée. L'Égypte qui a en plus détruit tous les tunnels, c'est-à-dire et la ville. Il faut pas oublier que la frontière avec l'Égypte, c'était comme Berlin, c'était à cheval au milieu d'une ville. Je me souviens encore des immeubles égyptiens qui s'arrêtaient exactement au niveau de la frontière. Et maintenant, Rafah a été rasé. Donc là, il s'agit d'un crime énorme dont on parle peu, mais dont les Égyptiens, le jour de la Révolution, sauront se souvenir. Alors, professeur Oberlin, ici présent, on parle beaucoup, nous ici en particulier, de Gaza comme étant une prison à ciel ouvert. C'est d'ailleurs Nicolas Sarkozy qui avait déclaré cette phrase. On le disait encore il y a un instant, fermé par la terre, la mer, l'air. Mais on a quand même cependant beaucoup de mal à imaginer ce que ça peut donner. Professeur Oberlin, vous qui intervenez depuis 16 ans, vous le disiez tout à l'heure, pour des grosses opérations, des blessés de guerre, quelles sont vos conditions de travail et au-delà des vôtres, celles de tous les chirurgiens qui interviennent, des docteurs en particulier dans les hôpitaux de Gaza, sachant que Gaza, en ce moment, Ziad nous le disait, c'est 2 heures d'électricité par jour. Alors écoutez, si vous voulez, c'est un petit peu comme quand quelqu'un est très gravement malade, eh bien finalement, qu'est-ce qui est privilégié par la physiologie, c'est la vascularisation du cerveau. Vous voyez, c'est-à-dire que la tension baisse absolument partout, les vaisseaux se contractent, et puis il y a la partie absolument essentielle qui survit tant que ça peut tenir. C'est exactement ce qui se passe là-bas, c'est-à-dire que les hôpitaux, ils y tiennent à la prunelle de leurs yeux. Vous avez les meilleurs techniciens en groupe électrogène du monde, ils sont là-bas parce que en 15 ans, je n'ai jamais vu une coupure d'électricité en salle d'opération qui a duré plus de 30 secondes. Vous voyez, nécessité fait loi. Et ce sont des groupes qui sont en principe des groupes de secours. Et quand vous parlez aux directeurs d'hôpitaux, ils se font des cheveux blancs avec leur groupe électrogène. Voilà. Donc les conditions de travail, honnêtement, et peut-être qu'on me reprochera de dire, elles sont bonnes. Mais quand vous avez, par exemple, à Shifa lundi, il y a eu 400 hospitalisations. Vous imaginez un seul des hôpitaux de l'assistance publique capable d'absorber ça? Il n'y en a pas un seul. Il n'y en a pas un seul. J'ai été sollicité par le directeur de l'hôpital pour un petit financement. La dernière fois que j'y suis allé, c'était au mois de mars. Il voulait faire dans la cour de l'hôpital un grand espace pour accueillir les blessés en cas d'afflux massif. C'est-à-dire qu'ils ont pris des tentes, tout simplement. Ils ont mis des brancards, vous voyez. Et c'est terrible parce que la veille de ce lundi dernier,
j'ai reçu l'image de ma tante entre guillemets auquel j'avais participé très modestement, et ça m'a rappelé mon grand-père qui avait fait la guerre de 14, qui était chirurgien d'ailleurs dans les tranchées. Il était à Verdun et il a vu arriver les cercueils la veille des grandes offensives, vous voyez. Et ça c'est impressionnant parce qu'on se rend compte que à un siècle de distance, l'humanité n'a pas progressé. Professeur Oberlin qui est avec nous, Anis Arregui, Enver de Santos, et aussi Fatna Chouer que l'on va vous présenter, professeur, parce que elle est vice-présidente d'une association justement qui est dans votre domaine, le médical, et qui œuvre justement pour les Palestiniens. Elle vous expliquera tout cela dans un instant au travers de l'association Amani. Voilà, beaucoup d'invités. C'est un réel plaisir de vous avoir ici, professeur, sachez-le. Merci Christophe. Et on va essayer de continuer à parler de ce qui nous interpelle, nous préoccupe, nous interroge, la situation des Palestiniens, mais en particulier de Gaza, parce que vous intervenez, vous, à Gaza, et ce depuis 16 ans. En fait, question rapide, réponse rapide. Pourquoi avoir choisi Gaza? Enfin, qu'est-ce qui vous a amené à Gaza, professeur? J'ai toujours circulé depuis que j'ai été formé. J'ai essayé d'utiliser mes compétences pour travailler. J'ai formé des gens. Par exemple, j'ai fait 15 ans de chirurgie de la lèpre avec des missions ponctuelles comme ça. C'est une chirurgie assez simple, vous voyez. Et puis après, j'ai été appelé à faire des chirurgies plus compliquées. Oui, non, c'est des chirurgies assez simples. Il faut pas mystifier ce qu'est la chirurgie. Ouais. Et donc mythifier, pardon. Et puis après, j'ai travaillé dans beaucoup de pays d'Afrique. J'ai passé une année dans un petit village de Centrafrique au titre de la coopération, par exemple, vous voyez. Donc j'ai toujours travaillé à l'extérieur. Il y a un petit faible pour Gaza quand même. Disons que c'est là où se jouent beaucoup de choses. Ouais. Et je me suis aperçu avec le temps qu'il fallait pas papillonner, si vous voulez. Si vous éparpillez un petit peu partout, vous allez faire un petit truc. Mais quand vous êtes quelque part et que vous avez une compétence, vous voyez, si vous y allez tous les 4 mois, les amis sur place, les chirurgiens, ils disent bon, là, toi, je te mets de côté parce que le mois prochain, il y a quelqu'un qui vient, c'est un peu trop compliqué, on fera ça ensemble, vous voyez. Ça permet d'assurer quelque chose presque en continu. On en reparle dans un instant avec vous, chers amis auditeurs. Si vous souhaitez évidemment poser des questions, n'hésitez pas. 01 40 33 9000, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est le grand forum, mais c'est jusque 18h avec aujourd'hui l'immense plaisir d'avoir avec nous le professeur Christophe Oberlin qui est avec nous en direct. Avant de vous reposer de nombreuses questions, mais j'allais dire que vous connaissez la maison maintenant, cher professeur, et vous êtes bienvenu ici. Moi, oui. Absolument. Voilà, vous avez dit la phrase qu'il fallait, vous êtes ici chez vous, professeur. Vous présentez donc Fatna, je vous en parlais, Fatna Chouer, qui est donc la vice-présidente de l'association Amani, qui organise d'ailleurs ce week-end un radioton sur France Maghreb 2, et on va solliciter la générosité qui, pendant cette période sacrée, chers professeurs, sont d'une extrême générosité d'ailleurs en temps normal, mais alors le Ramadan c'est davantage, et l'association Amani qui propose donc un radioton pour essayer de reproduire, ou plutôt de faire aboutir 2 grands projets, Fatna, que tu nous rappelles. Alors, deux projets qui existent déjà. Le premier qui est à Raza, c'est soutien psychologique, c'est un centre que nous finançons, que nous avons aménagé. Que vous connaissez, professeur? Alors, bien sûr, et je voudrais insister, si vous me laissez la parole une seconde, pour dire tout le bien, mais ce n'est pas simplement sentimental, que je pense de ces actions. Gaza est soumise au siège, y compris au siège financier, c'est-à-dire que des grandes associations qui ont des fonds énormes ne peuvent pas faire entrer un centime, et ça pose d'ailleurs d'énormes problèmes, et donc le travail de ces associations de taille moyenne, voire même de petites associations, est fondamental à partir du moment où il s'inscrit dans la durée, et c'est exactement ce que fait Amani en soutenant des projets. D'abord, c'est des projets qui sont relativement gratifiants à soutenir parce que vous en avez le retour, vous savez ce qui se passe, et vous avez des témoignages. Vous voyez, quand on vous envoie une photo avec une bibliothèque qui a été remplie de bouquins que vous avez financés, vous savez que c'est du solide. Et donc c'est très important d'alimenter, même de manière extrêmement réduite, mais en continu, un certain nombre d'associations. Et l'association Amani, auprès des enfants, auprès des femmes, ils ont développé un système assez intéressant qui est de faire fabriquer des produits textiles, des broderies,
sur commande, c'est-à-dire que la commande est faite, elle est payée et à ce moment-là, les femmes se mettent au travail, c'est-à-dire on est certain de pouvoir écouler. Donc toutes ces initiatives qui contournent le siège, eh bien sont vraiment les bienvenues et sachez qu'aujourd'hui, même un don de 20 € par mois pour une famille, c'est quelque chose de très important. Alors Fatna, donc pour ce qui est de ces deux projets, on est d'ailleurs en ligne avec Nour depuis de Gaza, dans quelques instants qu'on va accueillir. Mais rappelle-nous donc ces deux projets en question. Alors Gaza, le soutien psychologique, les enfants traumatisés par la guerre. Donc il y a tout un travail en partenariat avec, parce que le projet est piloté par un médecin, Jeanne, une Bretonne, en lien avec Nabila. On travaille sur la résilience, sur tout le travail du traumatisme subi, et donc avec des thérapeutes et des gens qui sont formés, et surtout des gens qui sont formés sur place, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de faire un projet hors sol, c'est de faire un projet qui devienne autonome, qui soit géré par les Palestiniens eux-mêmes, et de trouver un espèce pas d'autofinancement, mais de pérennité dans la durée. Et donc c'est pour ça que nous faisons appel à vous pour ce projet, puisqu'il y a une première vague de 6 mois qui a été faite. Là on entre dans une deuxième vague, puisqu'on prend par groupe de 50 enfants. Et aujourd'hui il y a aussi un travail sur la parentalité qui est fait, parce qu'au départ on avait beaucoup d'inquiétudes, parce que c'était un sujet qui heurtait un peu les parents et les familles. Et aujourd'hui, les familles qui viennent chercher leurs enfants en redemandent, veulent des groupes de parole, les femmes veulent des groupes de parole, veulent du débriefing. Donc c'est un sujet qui est en train de s'étoffer, qui est en train de rendre service, mais de réel service. C'est-à-dire que les enfants aujourd'hui qui ont été traumatisés, qui retournaient leur colère, leur violence contre eux ou leurs parents, sont en train d'entrer dans une phase où ils sortent un peu de la violence. Donc c'est un travail long, en continu, parce qu'il peut y avoir des retours d'enfants. Donc on peut pas comme ça stopper ce projet-là, et c'est pour ça qu'on fait appel à vous. Le second projet qui nous tient à cœur et que nous avons... Oui. Je voudrais juste dire une seconde simplement pour dire que ce projet de psychologique est excellent parce qu'il fait appel aux Palestiniens dans la langue des Palestiniens et que les psychothérapeutes sont des Palestiniens. Le tort de grandes associations, c'est d'envoyer des chariots de psychologues et de psychiatres étrangers qui n'ont pas cette proximité et sont infiniment moins efficaces. Oui, c'est tout à fait. Et c'est pour ça que le personnel est recruté sur place avec un lien avec Jeanne en France. Le deuxième projet, qui est le projet du dispensaire des réfugiés syriens et palestiniens à Tripoli, dans un camp de réfugiés. Là, on est dans une situation critique puisque nous avons plus assez de fonds pour continuer. Si nous ne trouvons pas de fonds, nous serons obligés de fermer en juin 2018, et nous sommes le seul point d'accès aux soins dans ce camp de réfugiés pour les Palestiniens et les Syriens, et nous recevons entre 60 et 80 consultations par an. Il y a donc des consultations par mois. Il y a des consultations de gynécologie, de pédiatrie, des infirmières, des sages-femmes, et voilà. Donc on a essayé de rendre un peu plus autonome, de l'autofinancer, mais comme nous sommes une société, une association française, nous n'avons pas encore reçu l'agrément de l'État libanais, qui est très difficile. En plus, l'État libanais nous interdit de pouvoir embaucher des médecins palestiniens qui sont très compétents. Ils peuvent pas travailler sur le territoire, ils peuvent rien faire. Et donc, on a essayé de trouver une petite source d'autofinancement en faisant payer le minimum, parce que aux consultations, 1,50 € la première consultation. Mais on a un problème sur les médicaments, nous sommes obligés de les acheter, puisque comme nous ne sommes pas encore reconnus et que c'est compliqué au Liban, on ne peut pas faire appel à des grandes ONG qui distribuent des médicaments qui pourraient nous aider sur la gestion du dispensaire. Donc là, c'est absolument vital, parce que là, on mettra... on va laisser des familles sans accès aux soins. Je veux dire, elles arriveraient quand même à brûler. Mais là, c'est vraiment des soins de qualité. Tout le monde est content. Il y a un suivi de maternité qui est très important. Enfin, elles sont encadrées, les femmes, pour accoucher. Enfin, il y a tout ce qu'il faut, et on essaye toujours d'équiper. Alors, on va rappeler les coordonnées de tout cela pour que les gens, auditrices, auditeurs, puissent vous aider tout au long de ce week-end. Mais on va faire un petit tour par Gaza. Fatna, il y a Nour qui est avec nous. Vous connaissez Nour? Présentez-nous Nour. Alors Nour est une prof de français qui habite à Derbaleh, qui est mère de 6 enfants, qui était venue accompagner des enfants
en France, c'est comme ça que je l'ai connu, et qui se débrouille tous les jours, qui essaye de trouver des prodiges pour pouvoir assurer le minimum à sa famille, et surtout qui a très mal vécu les derniers bombardements qu'il y a eu. Sa petite fille, elle a une petite fille, elle en parlera, Nour, qui est très 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 traumatisée par ce qui s'est passé, et donc voilà, elle va vous dire son quotidien, ses heures sans électricité, ses heures où elle peut pas, parce que heures sans électricité, il faut quand même le savoir, ça veut dire que vous pouvez rien stocker en matière de nourriture. Ah, bien sûr, bien sûr. Nour, bonsoir. Ah, Nour. Apparemment, on a été coupé donc depuis Gaza. On va tenter de la rappeler pour qu'elle puisse nous donner son sentiment, bien sûr, depuis Gaza. Nour, Anissa, tu restais bien silencieuse depuis tout à l'heure. Non, mais j'écoute avec intérêt tout ce qui se dit, et c'est vraiment pour nous qui parfois avons des nouvelles via les réseaux sociaux, alors des nouvelles parcellaires, enfin des nouvelles pas forcément, d'ailleurs ce que disait tout à l'heure Ziad, conformes à la réalité. C'est très intéressant d'avoir un retour comme ça de personnes qui sont sur le terrain, et j'écoute ça avec beaucoup d'intérêt. Alors, Enver, peut-être il y a une question, Anissa, enfin n'hésitez pas à poser une question et profiter de la présence du professeur Christophe Oberlin qui est avec nous aujourd'hui. Juste auparavant, Fatna, pour le Radioton, pour l'association Amani, rappelez donc les outils nécessaires pour le Radioton, pour que les auditrices et auditeurs crachent le pognon, quoi. Oh non, je le dirais pas comme ça. Oui, mais bon, je le dis comme ça, moi, voilà. Je voulais quand même le rappeler que dans ce mois qu'on dit toujours de solidarité et de partage, le but n'est pas non plus de faire la course à se rattraper le soir, quoi. Ouais. Faut aussi penser que voilà, un peu de solidarité, ça nous fera pas de mal de s'alléger un peu, et puis en plus on répondra à un certain nombre de principes. Et franchement, je le répète, moi j'ai fait un voyage en Palestine en 2000, je suis pas allé à Raza parce que notre équipe pouvait pas y aller. J'y suis allé. Les conditions sont, Nour vous expliquera, sont de pire en pire. Mais ce qui est dramatique, c'est que même le quotidien, il n'y a plus de quotidien. Je veux dire que même quand vous avez des difficultés économiques, mais que vous avez un quotidien, vous pouvez espérer, vous vivez, les choses se passent normalement avec difficulté, mais vous vivez votre quotidien. Mais là, le quotidien, il n'y a pas de quotidien. Chaque jour est un jour différent. Chaque jour est une bataille. Chaque jour est difficile. Chaque jour est un déchirement. Et puis vous avez des enfants comme ça qui sont massacrés, leur avenir est massacré, et si on les aide pas ils vont pas oublier ce qu'ils ont subi, mais ils vont pouvoir entrer en résilience, ils vont pouvoir se construire avec ce qu'ils ont vécu. Ça leur donnera peut-être la force, parce qu'il faut pas oublier que c'est l'avenir de la Palestine, il faut pas oublier que ces enfants n'ont pas où se retourner, et que la plupart quand vous parlez avec des Palestiniens, ils ont pas envie de quitter la Palestine, ils ont envie de rester sur place, mais de construire quelque chose, mais de vivre normalement. Alors faut leur donner une chance, et ces chances-là, y a pas les coordonnées, Fatla, parce que là il faut. Non, c'est dommage. Là on est prêt. Il y avait beaucoup de verve, tout ça, beaucoup de passion. En tout cas, je précise que nous on ne souhaite pas intervenir, ne souhaite pas finalement intervenir. 06 25 86 31 02, c'est le téléphone. Ensuite, vous avez l'adresse mail. Oui, faut répéter le téléphone. Alors 06 25 86 31 02, le téléphone. Vous aurez à l'appareil Rassan, qui est libanais, qui est adhérent de notre association. Ensuite, vous avez Asso Amani, @gmail.com pour le mail. Vous avez aussi l'adresse physique, 7 rue de Beauchamp, 22 300 Lannion. Et là, je voudrais saluer les Bretons, parce que les Bretons, c'est les fers de lance de notre association, et je peux vous dire que ils ménagent pas leur pinte. D'ailleurs, notre président Salim Arabe est en Bretagne lui aussi. Et le chef de projet. 22, c'est Côte d'Or, non? Oui. Non, la Côte d'Or, c'est pas la Bretagne. Ouais, mais les médecins sont tous. D'accord. Non, parce que je comprenais pas, c'est pas 22, j'ai un Côte d'Or, Dijon, par là, ça n'a rien à faire en Bretagne, quoi. D'accord. Non, ils sont tous bretons. Bon. Et donc, voilà. Et nous avons un Facebook. Alors, moi, comme les Facebook, c'est pas trop mon truc, je suis pas retenu, je sais pas, vous verrez, il y a un Facebook. Voilà, Asso Amani, je crois, non? Ouais, c'est ça, c'est Asso Amani. Ouais. Et puis, on a un site aussi. Et sur le site, vous aurez nos tribes, parce que là, ça serait trop long que je vous le donne. Mais sinon, vous envoyez un mail. Et je dis aussi, c'est déductible.
Donc 66%. Voilà. En fin de compte, 100 euros, ça fait 33 de véritablement payer. Alors on voit la militante là qui se mélange un peu les pattes. Pardon, je tiens à rectifier un truc. Merci Medjed de m'avoir sauvé la vie. 21 c'est la Côte d'Or et 22 c'est la Côte d'Armor. Pardon. Je précise. Quand on dit une connerie, il faut se rectifier tout de suite. Je te sauve en disant que c'est vrai que tous les médecins sont bretons. Mais voilà. Alors il y a deux choses en fait. Donc pendant ces 3 jours, vendredi, samedi et dimanche, la radio est dédiée pour la collecte. Quand vous écoutez ce que vous dit le professeur Oberlin, c'est-à-dire même si vous étiez en train d'hésiter, vous dites il y a plus à hésiter. Ces centres tournent avec de l'argent étranger. Sans citer le nom, professeur, mais il y a 2 grosses associations françaises de soutien du peuple palestinien qui viennent de voir tous leurs comptes bancaires résiliés il y a 2 jours. Donc les connaisseurs savent de quoi il s'agit, mais c'est eux qui... Par qui ? Par les banques. Je vous envoie, vous connaissez la formule. Le banquier vous envoie une lettre, il vous dit, pour des raisons administratives, nous avons décidé de fermer votre compte. Après, allez vous battre à la Banque de France qui va vous trouver au bout de 6 mois. Voilà, un compte et tout ça. En tout cas, les 2 grosses, oui, je vais vous donner la parole, professeur Oberlin, mais les 2 grosses associations qui font vivre les Palestiniens pendant le Ramadan, aujourd'hui, elles ne peuvent pas envoyer 1 centime. Et puis, on peut pas rentrer à notre âge et dans nos fonctions et dans ce que nous faisons comme solidarité, de valises d'argent, comme ça s'est passé pendant la guerre d'Algérie, où c'était les valises d'argent qui permettaient à la résistance algérienne. Oui, professeur, allez-y. Non, je voulais insister sur ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il est absolument scandaleux, mais en même temps, il est absolument interdit pour les associations qui, en principe, doivent vider leurs comptes tous les ans. Ça fait partie des règles associatives de la loi 1901. Donc, je crois que les associations qui sont dans cette situation, avoir accumuler des fonds qu'ils ne peuvent pas utiliser à un autre objectif. Les gens ont donné pour la Palestine, ils ont donné pour Gaza, et le fait justement de ne pas pouvoir l'utiliser, cette chose devrait être réglée par les pouvoirs publics, et on devrait faire état publiquement de cette incapacité, car il sera très facile de fermer ces associations, ou de les réprimer, ou de les condamner à des amendes considérables, puisqu'elles sont d'ores et déjà dans l'illégalité du fait de conserver ces fonds. Donc il faut leur donner une possibilité. Alors, on posera peut-être la question à maître Anissa Rigui, mais pour la semaine prochaine ou la semaine suivante. Est-ce que, par exemple, la fameuse banque BPRI, là, qui vient d'être ouverte dans l'État, est-ce qu'elle, par exemple, elle aura l'obligation d'offrir des comptes à tous ces gens-là? Donc, vous verrez d'ici la semaine prochaine pour nous donner cette réponse, parce qu'il n'est pas normal que, indirectement, le lobby, et on va l'appeler comme ça, le lobby pro-gouvernement israélien sioniste extrémiste puisse faire la loi dans ce pays par des amis, par des contingences, parce que nous sommes tous des êtres humains, et si je connais le professeur, je lui passe un coup de téléphone, il va me dire le rendez-vous il y a dans 8 mois, mais comme on se connaît, je vais me débrouiller pour vous prendre la semaine prochaine. Et c'est comme ça que ça marche. Et donc il ne faut pas, ici à France Maghreb 2, nous on dit les choses telles qu'on les pense et tant qu'on pense que nous avons raison de les dire. Et donc ces associations aujourd'hui sont interdites de respecter leur propre statut et d'aider les gens qui sont dans la misère en Palestine. D'où donc ce radioton. Vous tapez Asso Amani et vous allez trouver sur internet et le site et le Facebook. Et surtout l'avantage du site, j'ai été faire un tour avant de venir Fatna, de Asso Amani, c'est que vous pouvez payer par PayPal ou par vos cartes directement sur le site, et donc là vous évitez de passer par tous ces systèmes administratifs qui nous bloquent. Peut-être Christophe revenir à quelques questions pour oui, rapidement pour conclure, parce que malheureusement on arrive au terme de cette émission, professeur, mais ça méritera en tout cas que vous reveniez peut-être même avant votre prochain départ qui est prévu fin juin, c'est ça? Avec plaisir, oui. À Gaza. Est-ce que vous pourriez nous raconter une petite anecdote de conditions de travail que vous avez eu à avoir du côté de Gaza lors d'une opération? On rappelle que vous êtes chirurgien et à ce titre vous opérez donc des opérations un petit peu délicates, difficiles. C'est pour ça d'ailleurs que on fait venir votre expérience à Gaza et que vous avez aussi formé, c'est le but, aussi des chirurgiens du côté de Gaza. D'abord, est-ce que, avant de raconter une petite anecdote peut-être, vous avez aucun mal à venir, à rentrer à Gaza, sachant que vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement critique envers l'occupant?
Oui, écoutez, honnêtement, par le passé, il m'est arrivé d'attendre 2, 3, 4 jours à l'entrée de la bande de Gaza, mais depuis le coup d'État en Égypte, nous ne pouvons plus passer par l'Égypte, et bien nous repassons à nouveau par Israël, et les permis sont délivrés à l'avance, et donc quand nous avons un permis, nous entrons sans problème particulier. En ce qui concerne les anecdotes, écoutez, je dirais que j'ai quelques dizaines d'années, je ne vais pas vous dire mon âge, j'ai quelques dizaines d'années d'expérience de travail dans des conditions un petit peu plus difficiles que dans mon quotidien, et donc on s'adapte. Vous savez, quand vous faites des opérations compliquées, il faut savoir à l'extérieur mettre la barre un peu moins haut et ne pas se lancer dans des choses absolument infaisables. Et puis il y a aussi toute l'ingéniosité des personnes qui vous entourent et qui sont habituées, qui ont une réactivité. Vous voyez, il y a un personnel infirmier par exemple en salle d'opération qui est remarquable parce qu'il y a une filière de formation qui n'existe pas chez nous, qui sont les infirmiers de techniciens de chirurgie. C'est-à-dire qu'ils ne font pas d'études d'infirmiers pendant des années, ils font directement une formation à l'aide opératoire. Et donc nous avons des gens qui sont très jeunes, extrêmement motivés et qui ont véritablement une formation qui est parfaitement adaptée au geste chirurgical. Donc vous avez avec vous des gens, je dirais, beaucoup plus formés à l'acte chirurgical directement que chez nous. Et puis il y a aussi des choses du genre, tiens, plutôt que mettre un plâtre qui fait 3 kilos chez cet enfant, on va lui mettre une bande en résine, demander à la famille de nous acheter des bandes, et alors que on remet les derniers points sur la peau, bien la famille qui est dans le couloir est déjà allée à la pharmacie en face pour acheter des bandes de résine beaucoup plus légères, et il y a absolument aucune attente, et nous faisons un plâtre en bande de résine. Donc il y a beaucoup d'adaptation, d'adaptabilité dans notre travail qui le rend aussi plus facile. Anissa ? Comment va le journaliste Adnan Al-Adjar? Vous avez des nouvelles depuis Alors là, lui, c'était pas une lésion trop dramatique, si j'ose dire, parce que les lésions vasculaires ont été réparées et il n'y a pas de problème. Donc c'est le résultat maintenant de la chirurgie nerveuse. Il n'y a pas eu de complications post-opératoires, mais la chirurgie nerveuse, vous savez, quand on suture un nerf, c'est pas comme un fil électrique, on allume la lumière, ça marche tout de suite. C'est de la biologie. Il faut que les fibres nerveuses repoussent à une vitesse très lente, 3 cm par mois. Autrement dit, il faut dire à 18 mois pour avoir le résultat. Et ça, c'est tout le problème de la chirurgie nerveuse. Ces délais qui sont longs font qu'il y a des effets d'épuisement à la repousse nerveuse. Et en ce qui concerne les lésions du nerf sciatique, par exemple, qui sont à la fesse, par exemple, eh bien, vous avez 1 mètre de repousse, ou 1,50 m presque, ou 1,20 m. Et donc, ces lésions, même si on les répare très bien et très tôt, on sait qu'elles laisseront des séquelles importantes. Elles mettront du temps, elles laisseront des séquelles. Donc justement, vous n'avez pas le sentiment que les armes utilisées, plus que pour tuer, n'ont vocation qu'à donner l'exemple, c'est-à-dire à éviter, si vous voulez, c'est un peu la potence au milieu de la place publique, c'est-à-dire qu'on va blesser, on va handicaper. Moi, je crois, si vous voulez, que tous ces calculs sont des calculs fascisants et qui infligent des punitions terribles aux victimes, mais qui sont en train de monter le monde entier, s'il en était besoin, contre le gouvernement israélien. Je crois qu'on assiste à un espèce de renversement. Je dirais que même sur les grands médias, on s'aperçoit que les journalistes, abandonnent plus ou moins leur discours équilibré entre guillemets, ou alors ils tiennent un discours incompréhensible et puis ils tendent un micro-trottoir et la personne sur le trottoir dit ce que le journaliste n'osait pas dire. Effectivement. Professeur, merci beaucoup en tout cas d'être venu ici en direct. Je voudrais rajouter donc 30 secondes. Rapidement, Tarek, oui, très rapidement. C'est que le professeur a écrit un super livre sur les chrétiens de Gaza. Oui. Il a fait un super entretien avec nos collègues de France Culture, et les collègues de France Culture nous ont autorisé à diffuser donc cette interview sur ce livre. Et pendant le mois de Ramadan, donc on va vous faire profiter de cette belle émission. Et c'est comme ça aussi que des fois la collaboration entre médias peut produire. Professeur. Juste une seconde. La première présentation que j'ai faite de ce livre sur invitation était dans une mosquée. Ouais. Voilà. Ça ne s'invente pas. Parfait. En tout cas, merci beaucoup, professeur Oberlin, d'être venu. Et vous, vous êtes pas loin. Voilà, vous revenez quand vous voulez pour nous faire un petit peu, évidemment, la situation, parce que vous connaissez mieux que personne autour de cette table, en tout cas, la situation des Gazaouis. Et je suis sûr que à chaque fois, quand vous y retournez, c'est quoi? C'est le sentiment qui domine. Juste pour finir, le sentiment qui domine quand vous retournez à Gaza.
Je suis content de reprendre quelque chose là où je l'ai laissé. Je dois dire que maintenant, avec la communication moderne, WhatsApp et tout ça, il n'y a plus ces trous, si vous voulez, entre les séjours là-bas. On arrive à maintenir un lien continu. En tout cas, merci Christophe pour votre invitation. Professeur, à très bientôt. Et Fatna, merci beaucoup aussi, Fatna Chouir, pour l'association Amani. Tout au long du week-end, vous allez en entendre parler. Demain. Elle revient demain. Elle a gagné au tirage au sort. Et elle reviendra dimanche. Anissa, Enver, Tarek, on reste ensemble dans un instant. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le Grand Forum, merci d'être avec nous. Et nous étions donc depuis tout à l'heure avec le professeur Oberlin. Je vous invite d'ailleurs à réécouter l'émission pour ceux qui l'ont loupé, puisque cette émission du Grand Forum est rediffusée. Alors à la nuit, un peu plus tard, je crois que pendant le Ramadan, c'était 1h du matin. 1h du matin, mais elle est aussi... Mais elle est laissée avant le Tarawih. Elle sera donc tout à l'heure sur le YouTube, sur la chaîne YouTube de France Maghreb 2. Et celle-là, on peut la voir à n'importe quelle heure. Il n'y a pas besoin de faire le Tarawih. C'est l'avantage. Ou de rater le Tarawih. Monsieur Tarek Mami Anissa, Rigui, Enver de Santos. Je vous présente quelqu'un que vous connaissez et qui je souhaitais donner la parole puisque son livre est sorti il y a 2 jours, je crois, à peine. Sabrina Artis, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Sabrina. Comment ça va Sabrina? Ça va et vous? Comment vous allez tous? écoutez... J'entends là depuis tout à l'heure, il y a un très bon sujet d'ailleurs à soutenir et puis ça fait plaisir de vous entendre tous un peu à l'antenne. Alors ma chère Sabrina, pour conclure le Grand Forum, ce livre, il est sorti, comment s'appelle-t-il? On peut l'acheter où? Et je crois que tu avais émis l'idée d'en offrir quelques-uns à nos auditeurs. Tout à fait. Alors, le livre s'appelle « Jeûner, avoir soif de Dieu ». Il est disponible sur Amazon. Et comme son nom l'indique, parle d'un thème qui nous est propre et cher, notamment durant cette période de jeûne pendant le Ramadan. Ce livre, il est à prendre un peu je l'ai écrit un peu comme un journal intime, en fait. Comme quelqu'un qui tous les soirs va écrire sur le sujet de ce que le jeûne et toute cette spiritualité peut lui apporter. Donc je me suis vraiment confiée, on va dire. Ce sont des écrits qui sont intimes en fait et un peu comme un journal de bord, un journal vraiment intime. Chaque jour, chaque nuit correspond à un écrit. J'espère en tout cas qu'il apportera au lecteur tout autant d'émotions que ça m'a apporté de la manière dont je l'ai écrit et c'est quelque chose de vraiment intime, spirituel, de très léger aussi et en même temps tout aussi profond. En même temps pour ceux qui me connaissent et qui connaissent ma plume, je pense qu'ils sauront de quoi je parle. En tout cas, on peut retrouver d'ailleurs des extraits de ce livre dans une chronique ramadanesque sur France Maghreb 2 tous les soirs à 19h25 pour être très précis. Donc tout à l'heure... Et pour la précision de l'horaire. Bah oui, attendez, il faut être précis dans la vie. 19h25 donc pour ce qui est de la diffusion de la chronique de Sabrina Artis Gassim, des extraits de ce livre donc sorti chez Amazon. Ma chère Sabrina, comment fait-on pour offrir les livres aux auditrices et auditeurs? Pour ceux qui souhaitent, franchement, on va y aller très simple. On va rester dans l'esprit du Ramadan. J'ai pas envie de faire de concours. J'ai juste envie de dire que si quelqu'un, je vais offrir 2 livres et que les personnes, les premiers auditeurs qui appelleront seront les personnes à qui j'offrirai tout simplement et avec grand plaisir ce livre. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, chère Sabrina. En tout cas, on te communiquera ça. Et donc, le livre s'appelle, on rappelle. Alors le livre s'appelle Jeûner, avoir soif de Dieu. Et c'est chez Amazon. Il est disponible sur Amazon, il est au prix de 5 €. Oh, et voilà, tout simplement. Ok, c'est moins cher. C'est moins cher que la zaquette, c'est parfait. Merci beaucoup Sabrina. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Ouais, ça a augmenté la zaquette, faut le savoir, c'est 7 € maintenant. 7 €. Bon, merci beaucoup à tout ce beau monde qui a rempli notre studio aujourd'hui. Fatna Chouir qui reviendra demain. Tarek Mami, il revient quand il veut, il est un peu chez lui en même temps. Monsieur professeur Oberlin qui est de nouveau chez lui maintenant. Et puis Anissa Rigui, Enver de Santos, merci beaucoup. Enver, tu restes avec moi, on va jouer dans un instant avec les auditeurs. Pour la question qui fait mal à la tête du Ramadan, avec une corbeille de
de fruits à vous offrir, offert par fruitselect.com. Le rappel de l'actualité à 18h avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Son activité sur les réseaux sociaux a attiré l'attention des enquêteurs. Un Égyptien est mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Depuis ce matin, on sait qu'il est soupçonné d'avoir préparé un attentat avec des explosifs ou du poison. Ce jeune homme de 20 ans étant en détention provisoire après son interpellation. C'était il y a une semaine. Victime d'une erreur judiciaire pour un meurtre qu'il n'a pas commis, Marc Machin, dont la condamnation avait été annulée en 2012, refait parler de lui. Hier, il a été placé en garde à vue pour viol et escroquerie. En avril dernier à Paris, il aurait forcé une femme à des relations sexuelles avant de lui dérober sa carte de paiement. L'inscription de la ZAD au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est ce que veulent des zadistes et certains de leurs sympathisants. Ils comptent sur l'appui du ministère de la Culture. Ça peut faire rire, mais ça interpelle aussi, déclare une militante. La deuxième opération d'expulsion menée par les gendarmes continue aujourd'hui. Nicolas Hulot à Marseille. Le ministre est venu lancer une grande consultation sur la biodiversité. Elle doit aboutir à des mesures concrètes au mois de juillet. L'Afrique de l'Est prend les devants. Elle se déclare en état de haute alerte face à la menace Ebola. Même si l'épidémie de fièvre hémorragique est circonscrite à la République démocratique du Congo, État voisin. Depuis le début de l'épidémie en RDC, au mois de mai, 25 personnes sont mortes. Le Japon est prêt à répliquer. Le pays a annoncé aujourd'hui à l'Organisation mondiale du commerce qu'il comptait prendre des mesures en représailles à la décision des États-Unis d'imposer des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium. Les autorités nippones estiment avoir le droit d'instaurer des taxes sur des marchandises américaines à hauteur de 385 millions d'euros. Et puis les préparatifs vont bon train pour le mariage princier. Demain, Harry de Galles et Meghan Markle se diront oui à Windsor. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.